Comme d'habitude, n'hésitez vraiment pas à m'interrompre, le cours il est pour vous. Et donc ici, c'est parti. Donc on est toujours en dynamique, ça devrait être notre dernier cours de dynamique aujourd'hui. Et la fois prochaine, on se lance en énergétique, qui est le dernier ou l'avant-dernier chapitre avant l'examen. Alors, dans tous nos exercices de dynamique, dans beaucoup de nos exercices, on avait des cordes. Et j'ai souvent dit des choses sur les cordes, un peu, oui, là c'est la même tension partout. Et j'aimerais bien un peu revenir là-dessus, parce que pour moi c'est important que suite à ce cours-ci, vous soyez capable de savoir quand on peut négliger certaines choses ou pas. Je me souviens quand j'étais un jour chez mes grands-parents, ils m'ont dit, ah, mais c'est bien, tu vas faire la physique, mais qu'est-ce que tu vas voir? Moi, j'avais l'impression qu'en secondaire, tu avais tout vu, et ils pensaient réellement que j'allais juste faire des calculs un peu plus complexes. Or, moi, je considère vraiment que quelqu'un qui est bon en mécanique, en physique, c'est quelqu'un qui est capable justement de voir quand ça vaut la peine de faire des approximations ou pas. Typiquement, il y a énormément de situations dans la vie où si on essaie de prendre tout en compte, c'est très compliqué. Mais on peut faire des approximations, on peut dire ça c'est négligeable, ça ne va pas jouer, et rendre le problème assez facile. Maintenant, être capable de résoudre le problème en disant vous pouvez négliger ça, c'est une chose, c'est ce qu'on a fait jusqu'à présent. Maintenant, ça me plairait que vous soyez aussi capable vous-même de vous dire, ah ben, dans ce cas-là, de fait, je peux négliger, par exemple, mes cordes. Et donc, c'est ce qu'on va faire un peu ici. On est dans une situation où on a deux chariots. Ici, j'ai un chariot M1, un chariot M2, et ils sont reliés par une corde. Et vous voyez qu'ici, il y a quelque chose qui tire mon chariot F2. Alors, ça peut être moi qui tire dessus, mais ça peut être le moteur du chariot, enfin, quelque chose qui le fait avancer. Et donc, le tout avance à une accélération A. Et donc, ma question ici, c'est combien y a-t-il d'objets qu'on pourrait isoler dans ce problème? Il y en a deux. Alors, habituellement, on en a deux. Habituellement, on aurait dit, j'ai le chariot M1, ce serait mon système 1, et j'ai le chariot M2, ce serait mon système 2. Mais en fait, quand on y pense, M1, bah, c'est un objet, c'est un chariot. M2, c'est un objet, c'est un chariot. Mais la corde, c'est aussi un objet, en fait. Il n'y a aucune raison, c'est parce que je l'ai toujours fait un peu en passant à travers, sans le considérer, mais il n'y a aucune raison de considérer que la corde ne soit pas un objet à part entière. C'est un objet, c'est quelque chose qui a une masse, qui va bouger, qui... Et donc ici, on a trois objets, si on ne fait aucune approximation, qu'on peut isoler. Et donc, si je les isole, comme c'est mis en dessous, ici j'ai mon objet 1, qui a une accélération A1, et la seule chose qu'il y a dessus, c'est la force due à la corde. Mon objet A2, ce qu'il y a comme force dessus, c'est ma force F et la force due à la corde. Mais du coup, par action-réaction, ma corde, si on regarde cet objet-là, elle est tirée par le chariot. Et ici, on voit que FC2 est égal à moins F2C. La force sur la corde, la force de la corde sur le chariot 2 et la force du chariot sur la corde sont les mêmes en norme. Elles sont juste opposées en direction. Ouais, ça, c'est action-réaction. Et pareil de l'autre côté. Alors là, pour l'instant, vous voyez, j'ai mis que les forces selon X. Si on définit X comme ceci. Alors, il se passe des choses selon Y, hein, mais c'est pas ça qui m'intéresse ici. De plus, il y a sans doute des frottements, mais encore une fois, c'est pas ce qui m'intéresse. Moi, j'ai vraiment envie ici de me concentrer sur ma corde. Alors, si on regarde un peu les équations sur ma corde, j'ai ici selon X, FC2 moins FC1
est égal à la masse de la corde fois A. Alors ici, j'ai appelé ça A parce que, évidemment, comme ma corde est inextensible, c'est pas un ressort, ça, elle va pas s'étendre. Bah, si mon chariot bouge un peu vers la droite, ma corde va bouger de la même façon et mon chariot bleu va bouger de la même façon. Donc j'ai bien que A1 égale AC égale A2, je vais appeler ça A. J'appelle ça l'accélération. Et regardons un peu ici ce qui se passe. Si par exemple, MC vaut 0. C'est-à-dire, la masse d'une corde, ça peut pas être nulle. Ça voudrait dire qu'elle n'existe pas. Ce qu'on entend par MC égale 0, ça veut dire qu'elle est suffisamment petite pour qu'on puisse dire, bah, en gros, c'est 0. Imaginons qu'à gauche, j'ai un train, un wagon qui pèse, je sais pas moi, 7 tonnes. De l'autre côté, j'ai 5 tonnes. Si ma corde, elle pèse 2 kilos, 7 tonnes comparé à 2 kilos, c'est complètement négligeable. Bah, dans ce cas-là, mon équation, elle devient ceci. Et je vois que FC2 est égal à FC1. Donc très souvent, quand on avait ce genre de système, on disait juste, ah ben ici, qu'est-ce que j'ai comme force? J'ai la tension dans la corde là, qui est la même que la tension ici. Or, a priori, il y a aucune raison. Entre les deux, il y a une corde qui a une masse. Mais si jamais la masse de ma corde est nulle, ou très proche de zéro, alors je peux écrire ceci. Alors je peux dire que la tension à gauche est égale à la tension à droite. Et du coup, très souvent, on appelle ça la tension. Maintenant, si on regarde ça, en fait, il faut juste avoir un égal 0 à droite. Et donc, il y a une deuxième situation dans laquelle on a ça, c'est quand A est égal à 0. Et ça, quand A est égal à 0, c'est ce qu'on a fait au début de l'année. C'est ce qu'on appelle la statique. Et donc, si on essaie un peu de réfléchir, pour moi, le plus simple pour sentir ça, si vous n'êtes pas convaincu, c'est de prendre vous-même une corde. Si vous prenez une corde, alors ça peut être un câble, hein, simplement un câble de PC, le câble de votre batterie ou quoi. Si vous mettez votre main gauche ici et votre main droite ici, et vous commencez à tirer sur la corde, comme ça, pour tendre la corde, bah, vous allez bien sentir que si vous mettez la même force à gauche qu'à droite, bah alors obligatoirement, vous êtes en statique. Donc ça, c'est la première chose qu'on avait vue au début de l'année. Bah, si je tiens une corde en main et que je tire à droite, à gauche, bah, j'ai pas le choix. Si je veux que ça ne bouge pas, je dois mettre la même force à droite qu'à gauche. Dès que je tire un peu plus fort d'un côté, ça va partir de ce côté. Alors, est-ce que vous pouvez faire le test avec une corde de masse nulle? Non. Mais par contre, vous pouvez le comprendre quand même. Si je commence à tirer un peu plus fort à droite sur ma corde, je vous encourage à le faire si vous en avez une chez vous ou quoi, mais si je commence à tirer un peu plus fort d'un côté, bah, je vais pas devoir tirer beaucoup plus fort. Vous voyez, si j'essaie de pousser une voiture, je vais devoir pousser super fort pour la mettre en mouvement. Mais la masse de la corde est tellement petite qu'il suffit que votre force soit à peine plus grande. Pour le faire avec des équations, imaginons que je tirais avec 10 newtons à gauche et 9 newtons à droite. Vous voyez, ça c'est mon FC2 et ça c'est mon FC1. Et ceci c'est égal à la masse de ma corde. Mais une corde, c'est très léger. Imaginons ici, pour prendre la corde que j'ai devant moi, elle doit faire quelque chose comme 10 grammes. Et ça veut dire, j'ai juste mis une force de 1 newton. C'est pas grand chose, 1 newton. Et
ça c'est égal à 0,01 fois A. Ça veut dire que A, il vaut 100 mètres par seconde au carré. C'est énorme. Et donc, ça veut dire que si je veux faire bouger ma corde, pour, par exemple, à 1 mètre par seconde carré, il me faudra ici une tension qui aura une différence, par exemple, de ceci. Et donc, vous voyez que là, en 10 newtons et 9,99 newtons de chaque côté, et alors à ce moment-là, on aurait bien mon accélération de 1 mètre par seconde carré. Mais donc, en 10 newtons et 9,99 newtons, on peut dire que c'est la même chose. C'est ça qu'on n'entend pas dire que la masse est négligeable. La masse est tellement petite qu'à la moindre différence de force, je vais créer l'accélération que je veux. Et donc, au final, du point de vue de la corde, dire que j'ai 10 newtons de tension ou 9,99 newtons de tension, c'est pareil. Est-ce que c'est clair ça pour vous, du coup, de se dire que toutes ces fois où on a dit que la tension de la corde était constante le long de la corde, c'était simplement parce que soit on était en statique, alors la question ne se pose pas, soit la masse de la corde est suffisamment petite pour dire, ben oui, mais en fait, il y aura peut-être une petite différence, mais elle sera peut-être de l'ordre du pour 1000. Et donc, est-ce que ça vaut vraiment la peine de se casser la tête, d'ajouter un troisième système, et donc d'avoir un set d'équations en plus, pour une différence du pour 1000? C'est un peu comme si je vous disais, pour l'exercice du cascadeur, il lui a fallu 3 secondes pour descendre. Ah non, en fait, pour être précis, il lui a fallu 3,003 secondes. Ça change rien, tout le monde s'en fout de ces 0,003 secondes. Est-ce que c'est clair pour vous? Elle est négligeable si on est en statique et en quoi? Vous avez dit? Si on est en statique ou que la masse de la corde est légère, est tout à fait négligeable comparé au système. Merci. Et encore une fois, négligeable, ça va dépendre de ce qui nous intéresse. Typiquement, imaginons ici que j'ai un chariot de 2 kg, que là j'ai un chariot de 1 kg. Si ma corde, c'est une chaîne en acier et qu'elle a un poids de 1 kg, vous voyez bien que je ne vais jamais pouvoir dire que c'est négligeable comparé au reste. Par contre, si ici j'ai un chariot de 40 kg, ici j'ai un chariot de 20 kg, et là j'ai 1 kg, tout de suite ça devient beaucoup plus négligeable. Et encore une fois, négligeable, ça va dépendre toujours de la précision que vous cherchez à atteindre. Si vous voulez être précis au micron près, il va falloir en tenir compte. Si vous voulez savoir si en gros votre système va savoir être mis en mouvement ou pas, ça change strictement rien. Ok. Alors tout ceci, vous l'avez aussi ici écrit en français. Voilà. Comme ça, c'est un peu plus propre pour vous. Et donc, je reviendrai sur ceci après. Je vais faire un petit résumé. Donc, à propos des cordes, la tension dans une corde de base n'est pas identique partout. Et donc, on a fait deux exercices. Là, ce qu'on vient de faire, c'est l'exercice 5. Et on voit que ça dépend de la masse de la corde. Et on va voir que ça dépend aussi des poulies. Ça, c'est ce qu'on avait fait avec la machine d'Atwood, si vous vous souvenez ici. Et on va en reparler. Et donc, si jamais on est plutôt en translation, ça veut dire juste je tire de part et d'autre d'une corde. Dans ce cas-là, si j'appelle ça T2 et ça T1 pour plus employer les notations qu'on emploie habituellement, en fait, ces notations-là, elles viennent de ce site-ci, si vous voulez aller voir, qui reparle un peu des cordes plus en détail. Et ces illustrations-là viennent de ce site-là, en fait. Ici donc, si je fais de la dynamique, j'ai T2 moins T1 est égal à la masse de la corde fois son accélération. Et donc, dans quel cas est-ce qu'on peut dire qu'on a une tension constante? C'est comme j'ai dit, soit quand la masse de ma corde est négligeable, soit quand on est en statique. Donc, soit quand ça vaut 0, soit quand ça vaut 0.
Maintenant, ceci, ça explique pourquoi on pouvait dire par exemple que entre ici ma corde qui en soi se fait tirer, donc là je parle vraiment de la corde, hein, elle se fait tirer par la poulie vers le haut, et ma corde se fait tirer par la masse vers le bas. Ben là, vous voyez qu'entre les deux, il y a du vide, il y a rien. Et donc là, si la masse de ma corde, alors j'ai bien T1 égale T2, si j'appelle ça T1 et ça T2. Ou si je suis en statique. Maintenant, ici, nous dans le chapitre dynamique, donc je vais plutôt parler de ce cas-là. Ça, c'est ce qui explique cette première étape. Maintenant, il y a une deuxième étape. C'est que si je regarde ici ma corde, elle s'enroule ici. Ici, ma corde, elle est tirée vers le bas par la masse M1, en fait. Et là, elle va être tirée par le bas par la masse M2. Mais entre les deux, ici, elle est accrochée à la poulie. Donc, il va y avoir des interactions avec la poulie qui peuvent faire que ma tension ne va pas être conservée. Ma poulie, elle va prendre une partie de la tension. Ça, on peut le voir si on écrit les équations. Donc, si je me mets dans un sens positif de rotation, pour prendre des exemples, hein, ça c'est chaque fois des exemples, tout dépend du système d'axe, etc. Ici, j'ai ma somme des moments est égale à I alpha. Et donc, j'ai RT1, ceci c'est le rayon, hein. J'ai le rayon fois T1 pour le moment de T1, moins le rayon fois T2 pour le moment de T2, est égal à l'inertie de la poulie fois alpha. Et ici, j'ai supposé que voilà, ma poulie, elle tournait dans ce sens-là. Ben là, on voit de nouveau la même chose. Dans quel cas est-ce que j'aurais T1 égale T2? J'aurais ça soit quand l'inertie de ma poulie vaut 0, soit quand l'accélération angulaire de ma poulie vaut 0. Et donc, on a de nouveau en fait la même conclusion. Si je suis en statique, peu importe les masses, les inerties, je dois avoir la même tension des deux côtés. Sinon, ça ne peut pas être de la statique. Maintenant, si ma poulie a aussi une inertie négligeable, alors rappel pour l'inertie d'une poulie, c'est la masse de la poulie fois son rayon au carré divisé par 2. Et donc, si ce I est suffisamment petit, si cette inertie est suffisamment petite, la tension dans ma corde sera la même des deux côtés. Et ça veut dire quoi une inertie petite? Ça veut dire soit que la masse de la poulie est petite, soit que son rayon est petit. Et souvent les deux. Ça, on en avait déjà parlé la dernière fois au cours, quand je regardais le lustre avec mon cascadeur. Ici, il y avait deux poulies. Là, j'avais 121 kg pour le lustre, 80 kg pour le cascadeur. Et donc, ça revient à dire, si la masse de mes poulies, par exemple, est beaucoup plus petite que 200 kg. Mais c'est pas suffisant comme condition. Il faut aussi qu'elle fasse pas 5 mètres de rayon. Mais donc, typiquement, dans ce genre de problème, on aurait des poulies peut-être de 10 cm de rayon qui font quelques kilos. Ce sera tout à fait négligeable comparé au reste. Maintenant, encore une fois, ça dépend de ce qu'on appelle négligeable. Ici, c'est parce qu'on s'intéresse à la chute de mon bonhomme. Mais on va être à, allez, peut-être au dixième de seconde près, mais pas dans les pourcents ou les pour 1000 pour ce genre d'équation. Alors là, je vous ai fait des cas très simples. Maintenant, il y a quelque chose qui peut venir mettre un peu le bazar, c'est s'il y a des frottements sur ces objets. Imaginons que ma corde frotte au sol. Par exemple, j'ai un bloc ici, et au lieu d'attacher ma corde ici en hauteur, je l'accroche vraiment au sol, comme ça. Ben là, ma corde, elle va frotter avec le sol, et donc on voit tout de suite, par cette équation-ci, que même si je suis en... Oui, bon, si je suis en statique, non, mais même si ma masse de ma corde vaut 0, je n'aurai pas la même tension, parce qu'il y a une partie de ma tension qui va partir dans les forces de frottement. Et c'est la même chose quand j'ai un couple résistif pour mes poulies. Même si ma poulie a vraiment une inertie négligeable, s'il y a des frottements, s'il y a un mauvais roulement au niveau du palier ou quoi, et ben là, j'ai quand même perdu de la tension.
D'où le mot ici vraiment corde parfaite et poulie parfaite. Par parfaite, on entend en fait plus que i égale 0. Je devrais changer ce slide. On entend que i égale 0 et qu'il n'y a pas de frottement. Que c'est vraiment quelque chose qui a dirige une corde parfaitement sans perte de tension. Il y a une perte de tension si ma poulie a une inertie qui n'est non négligeable ou s'il y a un couple résistif. À l'examen, on ne va jamais vous demander voici une situation, c'est à vous d'estimer si c'est négligeable ou pas. On va vous donner des données. Et si on vous dit voici l'inertie de la poulie, ben alors tenez-en compte. Si on ne vous la donne pas, c'est qu'elle est négligeable. Souvent on mettra une petite considérer que la poulie est parfaite, quoi. Maintenant, ça c'est pour l'examen. Ce qu'on attend de vous, c'est d'être capable de calculer ça. Mais dans la vraie vie, c'est pratique si vous devez analyser un problème, de vous-même être capable de vous dire est-ce que je me casse la tête à calculer l'inertie de la poulie ou est-ce que ce n'est pas nécessaire? Voilà, voilà. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus ou pas? Monsieur, Oui. la force de frottement dans une poulie, on la représente comment? Si j'ai envie de mettre la force. Hop. Alors la force de frottement, elle s'oppose toujours au mouvement. Donc normalement, ce que tu essaierais de faire, c'est d'abord d'essayer de comprendre dans quel sens va partir ma poulie. Si ici tu as une masse M1 qui vaut disons 3 kg, et ici, bon, tu imagines que ma corde est droite, une masse M2 qui vaut disons 5 kg, on va d'abord essayer de deviner dans quel sens ça va aller. Alors pour tous les exercices où vous devez deviner dans quel sens ça va, on va le résoudre d'abord comme si c'était de la statique. C'est-à-dire, je ne vais pas imaginer que ma poulie tourne ou quoi. Je vais juste dire, ici j'ai 50 newtons qui tirent vers le bas. Ici j'ai 30 newtons qui tirent vers le bas. Et donc clairement, ça va partir à droite. Donc ça, c'est la première étape. Et je trouve que mon accélération angulaire va être comme ceci. Une fois que tu as ça, c'est un peu comme si j'avais trouvé que l'accélération est dans ce sens-là. Si l'accélération va par là, ta force de frottement va dans l'autre sens. Qu'as-tu dit? Ah, j'avais cru que quelqu'un avait parlé. Alors, du coup ici, si tu tournes par là, ça veut dire que si tu as une force de frottement, un couple résistif au niveau de ta poulie, il y a une force de frottement qui va dans l'autre sens. Et tu vas juste le noter comme ça, tau F. Si vous demandez que c'est un couple, du fait que ça tourne, on va jamais vous demander de calculer les couples, on va toujours vous les donner, par exemple 2 Nm ou quoi. Et c'est comme ça que tu peux le représenter. Alors tu peux le représenter là ou à l'extérieur, c'est pas très grave, mais souvent la plupart des frottements sont au niveau du palier. Donc on met ça là. Ça répond à ta question? Oui, merci. Et monsieur, du coup, la force tau F, elle sera considérée suivant les X ou bien suivant l'accélération. Donc, là, disons, on aura pour la poulie, on va mettre alpha moins TF, le tout fois la masse ou bien? Non, tu vas l'écrire comme ça. D'accord. Merci. C'est une force en plus, tu vois. D'accord, c'est bon. Donc là, tu as le moment de T1. Là, tu as le moment de T2. Et ici, en fait, tu as le moment des forces de frottement. C'est juste que c'est assez compliqué de calculer le moment des forces de frottement. Parce que ici, c'est moins clair. Tu as plusieurs choses qui peuvent venir en compte. Et il y aura des bras de levier différents. Si ton frottement il se fait plutôt ici ou plutôt ici. Tu vois, s'il y a un défaut dans ta poulie et que ça frotte loin, ça va avoir un plus grand moment que si tu avais un défaut proche du centre, puisque tu as un plus grand bras de levier. Et donc ça, en pratique, c'est assez compliqué à regarder. Et donc, ce qui se fait quand on a besoin de ce genre d'informations, souvent on le fait de manière expérimentale. C'est-à-dire, on met ici une tension qu'on connaît, on connaît I, on mesure alpha, et on se rend compte que, tiens, il y a une erreur. Et alors, on dit que ça, c'est un couple résistif. On a trouvé qu'il y avait une erreur, par exemple, de 2 Nm. On dit, OK, ma poulie a un couple résistif de 2 Nm. Qu'on peut essayer d'améliorer. Alors, on peut essayer de chercher d'où vient le défaut et de refaire l'expérience pour voir si ça marche mieux.
D'accord, ça va, merci. Pas de souci. Ok, hop. Donc ça, c'est une petite conclusion sur les cordes. Et j'aimerais bien encore vous apprendre quelque chose d'autre sur les cordes. Et donc, maintenant, supposons, et on va repartir là-dessus, hein. À partir de maintenant, on va reconsidérer que les cordes sont toujours négligeables, et donc on va toujours avoir T d'un côté et T de l'autre. Donc, le but de cet exercice, c'est pas de vous perturber, c'était de vous faire comprendre que quand on fait ça, il y a une bonne raison. C'est pas juste parce qu'on est fainéant, c'est juste qu'une corde, très souvent, ça a une masse très petite. Donc maintenant, on considère qu'elle est négligeable, et on va faire deux exercices. On va supposer un premier exercice, où ici, M1 égale 3 kg, et M2 égale 2 kg. Alors, je vais le faire moi-même parce que je pense que ça devrait être assez simple pour vous. Si je vais trop vite, n'hésitez pas. Et on considère ici que la force est égale à 15 newtons. Donc, pour résoudre ce problème, on ferait deux systèmes. J'ai mon premier système ici où ma force, c'est juste T, qui est égal à MA, donc à M1 fois A. Parce qu'on avait déjà discuté qu'en fait ici, A à gauche et A à droite, c'est la même chose, c'est la même corde inextensible qui relie les deux. Si l'un bouge, l'autre bouge. Dans mon système 2, je peux dire que j'ai quoi comme force? J'ai F qui tire vers la droite, moins T qui tire vers la gauche, est égal à M2A. Comme j'ai dit, je vais plus vite, hein. Normalement, on aurait mis notre système d'axe avec X comme ceci, qui est déjà écrit là en fait, et j'aurais écrit ça, c'est le système 1, etc. Maintenant, je pense que vous commencez à avoir l'habitude. Ce qui m'intéresse ici, c'est pas de trouver A. J'ai pas envie. J'ai envie de trouver la tension dans la corde. Et donc, je vais remplacer mon A ici grâce aux équations. Donc, au final, j'ai F moins T égale M2. Et le A qui était ici, je vais le remplacer grâce à cette équation-ci qui dit que A, c'est égal à T sur M1. Donc ici, j'ai T sur M1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je fais passer T de l'autre côté, enfin, je vais plutôt mettre tout ici, je vais avoir T plus M2 sur M1 T égale F. Je peux mettre T en évidence, et ça me donne donc T égale 1 plus M2 sur M1 égale F. Et au final, ma réponse, c'est quoi? La tension dans la corde, c'est la force divisé 1 plus M2 sur M1. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ici? Est-ce que j'ai pas fait d'erreur ou quoi? Non, c'est bon. Ok, bah du coup on va calculer ça. Dans ce cas-ci, donc quand M1 vaut 3 kg, M2 vaut 2 kg, on a T est égal à 15 newtons, la force, 1 plus 2 tiers. Ça, si on résout, ça fait 15 plus, si on met au dénominateur commun, j'ai ici 3 plus 2 tiers, ça fait 45 divisé par 5, ça fait 9 newtons. Maintenant, imaginons qu'on inverse ces masses. C'est-à-dire que ici, au lieu d'avoir 1 kg, j'aurai 2 kg. Et ici, au lieu d'avoir 2 kg, j'en aurai 3. Ça veut dire que si je fais un schéma, j'aurai la grande masse, oups, l'inverse, pardon. J'aurai ici une petite masse M1 qui est reliée à une grande masse M2 qu'on tire. Vous voyez, c'est vraiment comme si j'avais inversé mes deux chariots. Tantôt, j'avais le petit devant, le gros derrière. Maintenant, j'ai le gros devant, le petit derrière. Ça veut dire que si je remplace dans mes équations, j'ai
15 newtons sur 1 plus, et vous voyez M2 cette fois-ci, c'est 3 kg, et M1, c'est 2 kg. Et si je résous ça, ça me fait 6 newtons. J'aime bien cet exercice parce que je le trouve contre-intuitif. A priori, on se dirait, bah, c'est symétrique. Vous voyez, j'ai un chariot qui est relié à un autre chariot que je tire. Peu importe l'ordre des chariots, c'est la même chose. Alors pour l'accélération, ce sera la même chose. L'accélération donnera toujours la même chose et elle vaudra 3 mètres par seconde au carré. Ce sera toujours la même chose. Par contre, les forces internes, c'est-à-dire ce qui se passe entre les chariots, ne seront pas identiques. Et ça, vous pouvez essayer de le comprendre intuitivement. Si je vous avais dit, j'ai un énorme rocher. Autour de ce rocher, j'attache une corde. Cette corde attachée au rocher, je la relie à un petit caillou. Ben, imaginez que j'ai quelqu'un qui vienne prendre cet énorme rocher et qu'il le tire. Ben, mon caillou, sans problème, peu importe la corde, que ce soit une corde de bonne qualité ou quoi, il va venir suivre le mouvement. Et ça veut dire que la tension dans ma corde, elle est très petite. C'est ce qu'on voit ici. Dans le cas 2, j'ai un gros objet qui tire un plus petit. J'ai une tension de 6 newtons. Alors que si je fais l'inverse, si j'ai un petit objet qui tire un gros objet, j'ai besoin d'une plus grande tension. Ça veut dire que ma corde, elle va devoir faire un effort plus important, en fait. Et ça, vous pouvez le comprendre dans l'autre sens. Ça vous viendrait pas à l'idée, a priori, de venir prendre le petit caillou pour tirer la grosse masse. Là, il y a de très fortes chances que votre corde, elle casse. Et donc, évitez de trop vite penser, ah, ça va être symétrique. C'est pas pour rien que dans plusieurs cas, c'est toujours le plus lourd qui remorque le plus léger. Ça permet d'avoir moins de tension dans les câbles. Bon, il y a aussi une question de puissance, hein. Mais typiquement, c'est pas parce qu'un tracteur sait tirer une voiture qu'une voiture sait tirer un tracteur. Alors, il y a des notions de puissance, de fait, mais aussi, la tension qu'il va y avoir dans vos câbles va être beaucoup plus grande si votre voiture tire votre tracteur. Est-ce que c'est clair, ça? Oui. Voilà. Alors, moi, je vous encourage vraiment. Avoir de l'intuition, c'est bien. Se dire, ah, mais ça semble logique. Mais l'intuition, ça se travaille aussi. Et ici, je sais bien d'expérience que souvent, on se dit, ah, ben, ça va être la même chose. C'est symétrique. Ben, en fait, quand on y pense, c'est pas du tout symétrique. À gauche, on a une seule force. À droite, on a deux. Donc, il n'y a aucune raison que ce soit symétrique. Et donc, c'est ça le raisonnement à avoir. J'ai pas les mêmes forces des deux côtés, ce sera pas symétrique. Voilà. Une bonne première chose de fait. Donc ça termine un peu ma parenthèse sur les cordes. Du coup, on va se lancer dans le dernier exercice de dynamique. Après ça, il y aura juste ce qui est en libre pour la semaine prochaine et on en aura fini avec la dynamique pour vous. Ce qui fait que la semaine prochaine, je réponds aux questions de dynamique que vous pourriez avoir. Et puis on se lance tout simplement dans l'énergétique. Donc ici, c'est un exercice où j'aimerais bien vous faire un mime, mais j'ai essayé de faire des vidéos pour vous le montrer, mais on voit juste rien à l'écran. Donc je vais essayer, imaginez que vous prenez votre main et vous l'inclinez. Oups, ouais, bon, tant pis. Vous l'inclinez comme ça avec un certain angle. Là, vous mettez votre bic. Donc j'ai un bic dans ma main. Alors je ne ferme pas mes doigts dessus, je laisse ma main ouverte, je mets mon bic. Ce qui fait que votre bic, si votre main est suffisamment inclinée, il va tomber. Vous pouvez essayer, hein, vous prenez n'importe quoi, si vous mettez votre main avec un certain angle, votre bic va tomber. Il y a moyen de faire en sorte que le bic ne tombe pas. C'est si, alors en translation, sans faire tourner votre main, sinon là on parle de force centripète, mais ici vraiment en translation,
c'est si je mets une force sur ma main. Autrement dit, si ma main, au lieu de la laisser immobile, je l'avance. Alors là, vous allez réussir à garder votre bic entre guillemets en apesanteur. Il va rester à la même hauteur. C'est ce qu'on fait ici avec cet exercice. Dans cet exercice, on a ce qu'on va appeler le coin, ici, sur lequel est posée une petite masse. Alors normalement, cette masse, elle devrait descendre, elle devrait tomber par la gravité. Mais si on pousse suffisamment fort, il y a moyen que cette masse ne tombe pas, qu'elle reste à la même hauteur. Pour le dire un peu autrement, pour essayer de comprendre un peu ce qui se passe, j'ai ma masse ici, et puis après un certain temps, ma masse, elle va vouloir descendre, par exemple venir ici. Vous voyez ici, elle a perdu de la hauteur. Mais si je pousse mon coin en dessous, ma masse, elle n'a pas su descendre et elle est revenue donc à la même hauteur. Donc on pourrait voir ça en deux étapes. C'est un peu comme si ma masse tombait et que moi je poussais chaque fois le coin en dessous pour dire non, 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 tu restes à la même hauteur. Sachant que si je pousse pas assez fort, elle va quand même descendre un peu. Et que si je pousse trop fort, c'est comme si j'avais mis mon coin trop loin. Et donc ma masse, elle va se retrouver plus haut qu'auparavant. Et bien ici, on va un peu regarder quelle est la force qu'on doit mettre pour que ma masse reste à la même hauteur. Comme on l'a compris, il y aura plusieurs forces possibles. Si je pousse pas assez fort, elle va descendre. Si je pousse trop fort, elle va monter. Et ce qui m'intéresse, c'est de savoir quelles sont ces forces que vous avez ici avec 9,81 ou avec petit g égale 10. Ici. Est-ce que c'est clair l'énoncé de cet exercice pour vous et ce qui se passe un peu physiquement? Maintenant, on va le résoudre, mais est-ce que c'est déjà clair ça? Oui. Ok. Alors, merci pour le oui. Du coup, c'est très important que si pour quelqu'un c'est non, qu'ils se disent pas ah, j'ose pas demander. Enfin voilà. Je sais bien que c'est dur de suivre quand on est à distance comme ça, donc n'hésitez vraiment pas si à un moment vous avez déconnecté en plein milieu de l'explication. Du coup, monsieur, Oui, ça veut dire que pour cet exercice-là, vu que M, ça doit pas être trop fort ni trop grand, ça veut dire que la petite masse M, on va travailler comme si elle était en statique. oui, exactement, Ok, ça va. exactement. Alors tu vas voir que on va en reparler un peu plus tard, mais de fait, elle va être en statique. Ah, ok, ça veut dire que M est en statique et grand M, elle est en dynamique puisqu'elle bouge. C'est ça. Maintenant, on va clarifier un peu ça plus tard. En fait, petit m, il est en dynamique parce qu'il bouge aussi. Tu vois, si je reprends une photo plus tard, les deux auront bougé, tu vois. Ouais, mais il bouge parce que grand M bouge, donc techniquement, c'est pas lui qui bouge de base. Voilà. Et donc, en fait, ils sont statiques l'un par rapport à l'autre. Et donc, tes frottements, ils seront statiques. Ok, ok. Par contre, les équations ici, tu auras quand même F égale ma. Parce que lui, il a une accélération. Il est en train de partir vers la droite. Ok, ça va. Ok, alors, ce problème, on voit qu'on a plein de forces possibles. Comme d'habitude, on va s'intéresser aux forces minimales et maximales. D'accord? Vous souvenez-vous, la force de frottement, elle est toujours plus petite ou égale à la force de frottement, bon, en statique, hein, maximale, qui vaut μs fois n. Et comme on vient de le discuter, ma petite masse m, par rapport à cette surface ici, elle est statique. Elle ne va pas commencer à descendre ou monter, puisqu'on veut qu'elle reste au même endroit. Mais les forces de frottement statique, ça peut prendre plein de valeurs. Ça va prendre juste la valeur qu'il faut. Et donc, nous, ici, on va s'intéresser au cas extrême. Au cas où la force de frottement est minimale et au cas où la force de frottement est maximale. Alors là, je parle en direction aussi. Donc, il y aura deux cas. Soit ici, ma force avec laquelle je pousse,
est toute petite, c'est ce qu'on va appeler la force minimale avec laquelle on pousse. Alors, ça veut dire que je pousse juste ce qu'il faut. Et donc, si je pousse juste ce qu'il faut, à votre avis, ma masse, elle aurait plutôt tendance à descendre ou plutôt tendance à monter? À descendre. C'est ça. J'aurais plutôt tendance à aller par là, et donc mes forces de frottement iraient ainsi. Ça, je vais le dessiner et faire mes deux cas. Donc ici, c'est le cas où la force est minimale. C'est-à-dire que si je devais le redessiner, j'aurais F min ainsi, et on pourrait dire c'est une petite force. De l'autre côté, je vais avoir le cas où F est maximal. Donc on pourrait ici imaginer une grande force cette fois-ci. Et la différence entre les deux, c'est que ici, donc, ma masse a tendance à aller par là. Bon, elle n'a pas de vitesse, donc je vais enlever ça. Mais ça veut surtout dire que ma force de frottement, elle vient ici. Alors que quand je pousse très fort, ma masse elle a tendance à monter. Et donc j'ai une force de frottement qui vient ici. Alors comme je disais, on est en statique, il n'y a pas de vitesse. C'est pour ça que je parle de tendance à monter. Ça, c'est la différence entre mes deux cas. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ça? Je dirais que c'est la première étape en fait de ce problème. Alors, je vais juste changer de couleur. Parce que j'ai envie. Bon, vous vous doutez peut-être pourquoi, mais moi j'ai envie de changer de couleur. Hop. Ok, on a donc mon problème. Alors j'aimerais bien juste vous dire que pour cet exercice, ce serait tout à fait possible de le résoudre en tenant compte, mais on va supposer ici qu'il n'y a pas de frottement. Il y a des frottements ici, mais les frottements avec le sol, histoire que l'exercice ne prenne pas non plus 7 jours, on a décidé que voilà, sur le sol c'est de la glace, ça glisse quasi parfaitement, le coefficient de frottement est très petit, on va le négliger. On pourrait vous l'ajouter, hein, mais à un moment, il faut savoir s'arrêter et pas faire non plus trop compliqué. Sachant cela, est-ce que vous pourriez, on va faire le cas minimum, est-ce que vous pourriez me dire quelles sont les forces ici sur mon coin, sur ma masse M? Qu'est-ce que je peux faire maintenant à ce stade-ci? Définir un système d'axe. On peut définir un système d'axe. Si on le fait déjà maintenant. Allez, on peut le faire maintenant. Ouais. Comment le système d'axe? Pour la masse petite m, on le prend selon le plan incliné. Pour la masse petite m, on le prend selon le plan incliné, Ouais. comme Et pour ça. la masse grand M, on le prend normalement. Et donc ici, tu me dis quelque chose Ouais. comme ça. Ouais. Voilà. Donc je vous l'ai dit, si jamais vous avez un oral, c'est plus ou moins comme ça que ça va se passer. C'est moi qui dessinerai en vous posant des questions. Voilà, qu'est-ce que je peux faire ici? Et c'est possible que je fasse n'importe quoi, hein. Si vous me dites, ah monsieur, il y a le poids, je vous dirai, ah d'accord, il y a le poids. Et là, c'est à vous de me dire, il est bien mon poids ou il est pas bien mon poids? Bien. Il est pas bien, hein, on est d'accord, hein. Il doit être vertical toujours. Ça va? Enfin, voilà. Donc, prenez la peine. On dit toujours qu'un bon examen, c'est un examen où vous avez eu l'occasion de vous entraîner. Et de mon point de vue, c'est aussi pour ça que j'aime bien l'oral, c'est parce que bah, c'est plus ou moins ce qu'on fait toute l'année. Là, vous posez des questions, je vois si vous avez compris ou pas. Mais c'est pour ça que je vous encourage aussi à interagir, à voir si vous savez répondre à ces questions, quoi. Ok, alors, ce système d'axe, je suis pas d'accord. Pourquoi? Je vais devoir écrire des équations. Alors, si on regarde la masse M, j'aurai la somme des forces égale à MA. Alors, avec ce système d'axe-là, ça veut dire quoi?
ça veut dire que la somme des forces selon x sera égale à m à x. Et la somme des forces selon y sera égale à 0. Vous êtes d'accord avec moi? Ouais, je suis d'accord. Pour petit m, ça veut dire que la somme des forces, bon, donc ici c'est des vecteurs, hein, sera égale à m fois a. Et donc ça veut dire que la somme des forces selon x sera égale à quoi? Et la somme des forces selon y sera égale à quoi? 0 pour les deux. Alors, pas du tout. Ici, si j'ai mes masses là, on vient de discuter que... Je vais essayer de le faire un peu proprement, donnez-moi 5 secondes. On vient de discuter que je restais à la même hauteur. D'accord? Là, je suis à la même hauteur selon y, plus ou moins. Ben, regardez, si je prends ici mon système d'axes comme ceci. Ça, c'est y. Ça, c'est x. Et si vous êtes d'accord avec moi que je suis en position 0, 0, ça veut dire qu'en y, je me trouve en position, imaginons 3, quand je serai là. Et en x, je me retrouverai en position, disons 5. Et donc vous voyez qu'en y, je ne suis pas resté au même endroit avec ce système d'axes. Et en x, je ne suis pas resté au même endroit avec ce système d'axes, puisque j'ai bougé. Ici, il ne faut pas juste le voir de manière statique comme avant, où j'avais ma masse qui descendait ici, donc de fait, j'étais au même y. Ici, les deux ont bougé. Et donc, avec le système d'axes que vous m'avez proposé, j'aurai ici m à x et ici m à y. Est-ce que vous voyez ça, tout le monde? Ouais. Alors que si j'avais choisi ce système d'axes-ci, qui semble moins intuitif à la base, mais si j'avais choisi un système d'axes comme ceci, y et x, alors on voit ici que j'aurais été en 0, je me serais retrouvé, je n'ai pas envie de calculer exactement à combien, mais on va dire 4. Mais en y, je serais toujours en 0. Et donc avec ce système d'axes en bleu, ici selon x, j'aurai m à x toujours, mais selon y, j'aurai 0 ici. J'aurai de la statique selon y. Et ça, c'est ce qu'on veut. C'est tout à fait possible de le résoudre avec n'importe quel système d'axes. Ça, c'est une première chose. Il n'y a pas de mauvais système d'axes dans le sens que l'exercice deviendra impossible. C'est juste que avoir quelque chose égal à 0, c'est tellement précieux. Vous enlevez carrément une inconnue de l'équation. Ça va vous permettre de résoudre vos systèmes beaucoup plus vite. Et donc, jusqu'à présent, quand on avait des plans inclinés, on avait mis le système d'axes pour que les forces soient faciles à décomposer. Mais en fait, les choix des systèmes d'axes, l'idéal, c'est de toujours avoir une direction qui est statique et une direction qui est dynamique. Et il y a toujours moyen. Il y a toujours moyen de se mettre, ah bah voilà, là je vais mettre dans la direction du mouvement, et donc les autres axes seront dans la direction de statique. D'ailleurs, ici, si je prenais selon z, j'aurais de la statique selon z, tout simplement. Ça va, ça? C'est clair pour tout le monde? Oui. Ok, super. Voilà, bah donc c'est le piège courant. Et pas hésiter à faire un petit dessin comme je viens de le montrer. Là où tient la situation après, bah, j'ai bougé vers la droite. Et donc, si j'ai bougé vers la droite, ça veut dire que mon système d'axe, il faudrait que j'ai une direction qui aille vers la droite. Si j'ai aucune de mes directions qui vont vers la droite, vous voyez ici, X il va en bas à droite, Y il va en haut à droite, ils ne vont pas purement vers la droite, bah, tous les deux vont avoir un mélange de dynamique. Alors attention, ici je regarde bien de l'extérieur. Je me suis mis en dehors et je regarde tout qui bouge et je dis bah, la petite masse M elle est en train de bouger. Par contre, de fait, si je regarde du point de vue de la masse M, elle ne va pas avoir l'impression que le coin en dessous d'elle bouge.
Et donc ici, c'est bien des forces de frottement statiques. Je ne bouge pas par rapport à ma surface de contact. Mais j'ai bien des équations de la dynamique parce que je suis quand même en train de bouger. Peut-être pas par rapport à ma surface de contact, mais par rapport à mon système d'axe. Ça, c'est ce qu'on appelle les systèmes d'axe galiléens. C'est des systèmes d'axe qui ne bougent pas, qu'on a fixés à un moment et on regarde tout à partir de là. OK. Et donc, en fait, j'ai besoin juste d'un seul système d'axe pour tout mon système qui sera XY. OK, maintenant qu'on a réfléchi à ce système d'axe, qu'est-ce que je fais? Les forces. Est-ce que vous pourriez me dire quelles sont les forces qui agissent ici sur mon coin et ma masse M? Le poids de petit m et grand M. C'est ça. Donc j'ai le poids ici, je vais appeler ça P petit m. Et j'ai le poids ici, P de grand M. C'est tout? J'ai aussi une normale sur petit m vu que j'ai un frottement. Alors pourquoi tu dis vu que tu as un frottement? Bah, parce que, enfin, quand c'est ce qu'on voyait avant, quand il n'y avait pas spécialement de frottement, vous comptiez pas spécialement la réaction du sol. Oui, c'est plus que je la dessinais pas, mais elle est toujours là, hein. Ouais, enfin, vous la dessiniez pas, vous la représentiez pas, quoi. C'est ça. En fait, on en a souvent besoin pour trouver la réaction du sol, mais il y a une normale dès qu'il y a un appui. Dès que j'ai une masse posée sur le sol, il y a une normale. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Du coup, il y a aussi la normale de la main grand M. Comme ça? Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres forces après vous? Non, je pense que c'est tout. La réaction de frottement à la force de poussée sur grand M. Oui. Alors ça, normalement, elle est là, hein. Il y a une force de frottement comme ceci. Mais Ah oui, mais on avait dit ici, qu'elle était négligeable. voilà, c'est ça. Maintenant, bon, de fait, elle est là, hein, normalement. Alors ici, c'est quelque chose dont vous n'avez pas l'habitude. Mais à votre avis, pourquoi j'ai mis des forces en rouge et pourquoi j'ai mis des forces en bleu? Déjà, ça. On a des systèmes différents. C'est des systèmes différents. Quand j'ai des systèmes qui sont l'un contre l'autre, pour toutes les forces d'un système sur l'autre, il y a action-réaction. Et donc, quand j'ai mon coin avec ma masse, si le sol pousse sur ma masse vers le haut comme ceci, par action-réaction, ma masse pousse sur le sol. Pousse sur mon coin, pardon. C'est clair ça? Et donc j'ai ici une réaction normale. Et alors pour bien faire la différence, vous voyez que je commence à avoir beaucoup de N. C'est la réaction normale du sol. Alors que là, j'ai N et N. Et je peux l'écrire tout de suite que N est égal à N par action-réaction. Et ça, c'est important. C'est vraiment important de ne pas oublier toutes les actions-réactions. Si je sépare mes systèmes, j'ai besoin de toutes les forces internes. Si vous souriez avec mes deux chariots,
où je tirais avec une force F ici. Là, j'avais 3 kg. Là, j'avais 2 kg. Et ici, je tirais avec 15 newtons. Et je vous avais dit que l'accélération, ça valait 3 mètres par seconde carré. Comment est-ce que j'ai fait ça? J'ai considéré l'ensemble. Ma force, c'est égal à l'ensemble, donc 3 plus 2 kg, fois l'accélération. Et donc, dans ce cas-là, quelles sont mes forces? En fait, j'ai juste F. Parce que je considère le tout. Mais dès que je regarde les forces qu'il y a à l'intérieur, si je considère T ici, je dois évidemment considérer l'action-réaction. Pareil ici, si j'ai commencé à décomposer en deux systèmes, si j'ai N là, je dois avoir N dans l'autre sens. Pourquoi jusqu'à présent on ne l'avait pas? Parce qu'en fait, on ne faisait pas de système. Quand j'avais quelque chose posé sur le sol, on regardait juste système 1, ma masse. On ne regardait pas ce qui se passait sur le sol. Mais ici, ça nous intéresse de voir justement mon plan incliné, c'est pas le sol, mon plan incliné, c'est un coin qui va bouger aussi. Et donc, il ne faut pas oublier de mettre toutes les forces d'action-réaction. Est-ce qu'il y a d'après vous d'autres forces d'action-réaction quelque part ou pas? Ben alors, il y a la même, enfin, il y a N sol, mais qui va vers le bas, vu qu'il y a la réaction d'appui de grand M avec le sol. Oui, alors de fait, il y aura une force sur le sol. Mais ici, le sol, il ne va pas faire partie des systèmes que je vais étudier. Je ne vais pas regarder si mon sol va bouger ni rien. Et donc, c'est pas quelque chose qui m'intéresse ici. De fait, elle existe, hein. Je vais avoir vraiment une force sur le sol. C'est pour ça que si c'était très massif, mon sol serait endommagé ou enfoncé. Ici, donc, on va vraiment regarder est-ce qu'il y a des actions-réactions entre ma petite masse M et ma grande masse M. Alors ça, j'ai fait une vidéo dessus. C'est ce qui manque justement en fait dans le livre pour la semaine prochaine. Les forces de frottement, c'est une force entre deux surfaces. Tout comme le fait d'être appuyé sur quelque chose, c'est une force entre deux surfaces. Et donc, il y aura action-réaction. Vous pouvez le comprendre comme ça. Ici, j'ai mis deux masses les unes sur les autres. Vous êtes d'accord avec moi que si je pousse ici, ma masse en dessous, elle devrait avancer. Qu'est-ce qui fait que celle du dessus avance aussi? Parce qu'il n'y a pas de force dessus. Regardons un peu. Là, comme je suis en train de bouger par là, ça veut dire que j'ai une force de frottement ici qui me pousse comme ceci. Mais par action-réaction, si sur mon système 1, donc en rouge c'est mon système 1, c'est ma masse ici grand M, et en bleu ce sera ma masse petit m. Par action-réaction, j'ai une force de frottement, je vais le faire comme ça. Zut. Touc, touc, touc. Par action-réaction, j'ai une force de frottement qui va venir ici s'opposer. Le fait que je pousse ma masse vers la droite, elle est freinée vers la gauche par la masse du dessus, mais ça veut dire qu'elle entraîne la masse du dessus vers la droite. Ça, c'est par action-réaction. Les forces de frottement, c'est une force avec le sol, en fait. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on n'a quasi pas vu, parce que je trouve que conceptuellement, ça apporte pas grand-chose, mais ici, ça ajoute quelque chose. Normalement, quand j'ai un plan incliné comme ceci, on a dit le sol, il a une réaction perpendiculaire, c'est la normale, et il va y avoir des forces de frottement comme ceci. Mais en vrai, ça, c'est ces deux forces-là, qui ont la même origine. C'est la réaction du sol sur vous.
Alors, on les a séparés parce qu'il y a une réaction qui est normale, qui vient vraiment de la pluie, et une réaction qui vient des frottements, qui va dépendre de N. Mais en fait, c'est vraiment toujours la même chose. C'est mon sol, il va pousser. Et si je fais la somme des deux, bon, ici, j'ai fait un peu ça au hasard, mais si je fais la somme des deux, j'aurai une réaction du sol qui vient pousser comme ceci, qui peut être décomposée en une réaction normale et une réaction des forces de frottement. Je les ai toujours décomposées parce que ça nous intéresse toujours de savoir c'est quoi la force de frottement, c'est quoi la normale. Mais en soi, c'est une réaction qui vient du sol. Et donc cette réaction est là. Son opposé par action-réaction. Et donc j'aurai chaque fois tout qui est inversé. Et donc sur mon schéma, qu'est-ce qui me manquait jusqu'à présent? Ma masse grand M, elle a des frottements de la masse petit m qui la pousse. Alors oui, c'est pas très... Alors je vais mettre là pour avoir juste un peu de place. Mais j'ai ici une force de frottement statique qui pousse mon coin vers en bas à droite. Et comme je l'ai dit, si vous regardez en fait, ce N plus cette force de frottement, on verra que sa somme vectorielle, alors ici je la fais très mal la somme vectorielle, mais en fait ce sera le poids, Pm. En fait la petite masse P, elle pousse sur ma grosse masse M en dessous. Elle pousse de deux manières, avec une normale et une force de frottement, mais au final c'est le poids qui pousse dessus. Est-ce que c'est clair ça qu'il y a les forces de frottement, il y a aussi une action-réaction qui agit dessus. Et d'ailleurs, il y a des actions-réactions pour toutes les forces, hein. Celle-ci aussi, il y a une action-réaction. Si ma masse petit m est attirée par la Terre, ça veut dire que la Terre est attirée par ma masse petit m. C'est juste que la Terre est tellement grosse, tellement massive, que l'accélération qui va venir de cette petite force, elle va être nulle, grosso modo. Mais vous attirez constamment la Terre. Dès que vous sautez, vous attirez la Terre un peu vers le haut. C'est juste assez dur à voir. Ok, du coup, à droite, j'ai exactement les mêmes forces, à la différence près que j'ai ici évidemment une force de frottement qui part dans l'autre sens. Voilà, voilà. Et donc vous voyez qu'en fait, je vais avoir deux différences, ici et ici. Bien, bah, il nous reste juste à résoudre ça. Pour résoudre ça, on va partir comme d'habitude, donner des systèmes. Donc ici, c'était la partie en fait, les liens, si vous voulez, même si c'est peut-être un peu gros d'appeler ça des liens, mais en mes systèmes. Et maintenant, je vais me lancer. D'après vous, c'est mieux de commencer par quel système? La masse petit m ou la masse grand M? Grand M, Pourquoi? parce qu'on a la force minimum, on connaît déjà la force minimum, je sais pas. Non, justement, la force minimum, c'est ce qu'on cherche. Alors moi, de manière générale, alors honnêtement, les deux marchent, hein. Mais si vous voulez le plus vite avoir des résultats, il faut toujours commencer par le système le plus simple. On voit qu'en bleu, j'ai 3 forces. En rouge, j'en ai 5. Et donc, je vais commencer par mon système 1. Mais
les deux marchent. C'est juste qu'avec ce système-ci, j'aurai plus vite des réponses. J'aurai plus vite, ah, ça c'est telle valeur, ça c'est telle valeur. Alors que dans l'autre, je vais avoir plutôt un système d'équations à plusieurs inconnus. Donc j'ai mes forces. On a déjà mis mon système d'axes. On va décomposer tout ça. Alors vous voyez qu'ici, c'est un peu galère, pour le dire comme ça, de voir. Il y a beaucoup de forces dans tous les sens. Donc moi, ce que je vous propose, c'est de refaire un petit schéma sur le côté avec juste ce qui nous intéresse. Hop, comme ça. Où on sait qu'ici, j'ai un angle. Et on vous dit que alpha, je pense, c'est 36,87 degrés. Je vais vérifier que c'est bien ça qu'on vous a donné. Oui, c'est 36,87. Tant qu'à faire, je vais vous rappeler que la petite masse M, c'est 0,5 kg. Tout ça, c'est donné dans l'énoncé. Hein. Et la grande masse M, c'est 2 kg. Et tant qu'on y est, mu S, c'est 0,5. Tout ça, c'est vraiment chaque fois l'énoncé. Ok, bah regardons un petit peu. Ici, j'aimerais bien décomposer mes forces. Quelle force dois-je décomposer dans le système 1, dans le système de la masse petit m? N et force de frottement. Ouais, c'est ça. Donc là, chaque fois bien regarder notre système d'axe. Je sais bien qu'habituellement on décompose P, mais cette fois-ci, c'est bien ces forces-ci que je vais devoir décomposer. Voilà. Alors vous voyez que mon schéma commence à être un peu brouillon. Donc on va refaire ça juste pour ce qui nous intéresse. J'avais mes forces de frottement qui venaient ici. Ici, c'est ma force de frottement selon Y. Et ici, ma force de frottement selon X. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que mon angle alpha, il se retrouve ici? Je pense que ça, c'est assez clair pour tout le monde. Oui. Et donc, ça veut dire que si je fais ici mes équations selon Y, où on avait dit que selon Y, on était en statique, vu mon choix d'axe. Ça, c'est vraiment pour ça qu'on a choisi l'axe. J'ai donc la somme des forces selon Y qui vaut 0, hein, c'est ça que ça veut dire la statique. Et donc, avant de décomposer, qu'est-ce que j'ai comme force selon Y ici, dans mon système 1? Donc avant de faire ce sinus et cosinus, juste vraiment... On a N et Fx. Et Fx. selon Y, hein. Ouais. Y, FF, Ouais. Y. Donc j'ai FF Y plus NY. D'autres choses? Moins P. Moins PM égale 0. Et donc FFSY, c'est sinus ou cosinus? Sinus. C'est ça, c'est le côté opposé, donc ce sera sinus de 36,87 degrés. Plus alors NY. J'ai N qui est ici perpendiculaire. J'ai ici NX et NY. Est-ce que c'est clair pour tout le monde que mon angle alpha, il se retrouve ici? Oui. Ça, vous pouvez le voir en le faisant tourner de 90 degrés. J'avais cet angle-ci, je le fais tourner de 90 degrés, il devient ceci. Et donc du coup, NY, ce sera N fois le sinus ou le cosinus? Cosinus. Fois le cosinus. Ici, par rapport à mon angle, NY, c'est bien le côté adjacent, donc c'est le cosinus.
Ok. Alors, ça c'était pour selon Y. On peut faire selon X. Selon X, on en avait déjà discuté, on est en dynamique. Et donc la somme des forces selon X est égale à MA. Prenez bien le réflexe de toujours réfléchir au M que vous écrivez. D'accord? Peut-être que ce serait MA si on était sur le coin. Donc l'écrivez pas trop machinalement, pensez bien toujours c'est la masse de l'objet qu'on considère. Donc ici c'est petit m. Et donc selon X, bon je vous fais pas l'affront, je pense que vous commencez à connaître. On a ceci plus nx est égal à ma. Et ici vous voyez que j'ai écrit juste a. J'ai pas écrit ax parce que mon accélération, ça semble clair, je pense, qu'elle va être que selon x. Vous êtes d'accord avec moi? Si je pousse tout ça vers la droite, il n'y a pas de raison que j'ai une accélération tout d'un coup vers le haut, vers le bas. Et vu mon problème, vu qu'on décide que petit m soit à la même hauteur, j'aurai que l'accélération de ma masse petit m est égale à l'accélération de ma masse grand M. Ça c'est le lien entre mes systèmes. Et ce lien-ci, c'est vraiment à cause de l'énoncé. C'est parce qu'on nous précise bien que M reste à la même hauteur. On aurait pu considérer un exercice où M il est en train de descendre. Alors on aurait dû vous donner d'autres informations. Par exemple, je pousse avec 10 newtons. J'ai un frottement cinétique de 0,2. On vous dit c'est en mouvement. Voilà, quel est le temps qu'il faut pour ma masse M pour arriver en bas? Ce sera, bon voilà, vous venez de me donner une idée d'exercice. Simplement. Alors, continuons. Ici, j'aurai donc quoi? Alors malheureusement, je ne sais jamais écrire ici en bas à droite parce qu'il y a la barre d'options, comme vous voyez. Alors, je ne sais pas s'il y a moyen de la bouger en fait. Ouais, bon, une autre fois. Donc je vais devoir continuer ici. Ma force de frottement, c'est moins FFS. Et puis, pour selon X, cosinus ou sinus? Cosinus. Le cosinus, ça c'est le côté adjacent. Et ici, on aura sinus parce que c'est le côté opposé. 36,87 degrés égale MA. Hop. Vous voyez que dans ce genre d'équation, j'ai comme inconnu N et A. Donc dès qu'il y a A, j'ai deux inconnus. Alors qu'au-dessus, grâce à mon 0, en fait, j'ai que N comme inconnu. Pourquoi j'ai que N alors qu'il y a les forces de frottement? Rappelez-vous ici, comme on considère le cas où la force est minimum, ça veut dire que mes forces de frottement, ils sont en train de faire le maximum du boulot. Ils sont en train de retenir autant que possible la masse petit m de descendre. Si ma force à laquelle je pousse était plus grande, mes frottements devraient être moins intenses. Il y a même moyen de trouver le point où j'ai pas besoin de force de frottement. Si je montre que ceci soit égal à 0, je trouverai, en résolvant toute l'équation, la force qu'il faut mettre pour qu'il n'y ait pas besoin de frottement. Ici, on cherche le cas où c'est la force minimale et donc mes forces de frottement doivent être maximales. Et tout du long, donc, comme je considère mon cas où F est minimal, j'ai bien une force de frottement qui est maximale. Ah, donc mes équations là, elles étaient générales, maintenant elles ne sont plus générales. Maintenant, on est vraiment dans le cas où on trouve la force de frottement minimale. Ce qui nous permet de remplacer dans ces équations ça par mus n. Alors sinus de 36,87 degrés, c'est un angle que M. Van Laerbeek adore. On hésite d'ailleurs à lui donner son nom. Mais ça vaut 3/5.
plus n, et alors cosinus du 36,87 degrés, ça vaut 4/5. Ça, c'est juste pour vous mettre un angle différent des fameux sin 30 et tout habituels. C'est évidemment pas un angle à connaître, mais c'est un angle que nous, on connaît qui nous permet de faire des exercices rapidement. Petit m, c'est des 0,5. G, on va prendre 10 égale 0. Et donc, on voit ici que je peux trouver n en mettant tout ça en évidence. Donc, je vais avoir n. Mu s, c'était 0,5. Donc, ça fait 0,5 fois 3/5 plus 4/5 est égal à 5. Et donc, n est égal, alors on va calculer ça, hein, à 5 divisé par 0,5 fois 3/5 plus 4/5, ce qui fait 4,55 newtons. Ça va pour tout le monde? Sachant qu'on a ça, on peut maintenant trouver A. Ça veut dire qu'à gauche, ici, on aurait moins mu s, c'est 0,5, fois n, c'est 4,55, fois le cosinus de 36,87, ça c'est 4/5, plus n, on vient de le trouver, c'est 4,55, fois le sinus, ça c'est 3/5, est égal à la masse c'est 0,5, fois l'accélération, et je trouve donc, bon désolé, je suis un peu ric-rac en place, mais... Et je trouve donc que l'accélération est égale à tout ceci, donc on va le recalculer. À 1,81 mètres par seconde au carré. Et donc ça, c'est mon deuxième résultat. Ici, hop. Donc j'ai trouvé deux choses, déjà rien qu'avec ce système. Et c'est ce que je disais au début. J'avais trois forces, il y avait de fortes chances que je trouve tout de suite des réponses assez rapidement, sans devoir faire de longs systèmes d'équations en plusieurs inconnus. Alors que sur mon deuxième système, avec la masse m, avec le nombre de forces, il y avait très peu de chances que je m'en sorte. Il y a une question qui allait sortir? Oui, en fait, je suis juste un peu perturbé quand on a écrit moins 0,5 fois 4,55. Pourquoi on fait 4,55? Pour calculer la force de frottement, c'est pas mu fois la masse? Alors la force de frottement, elle, c'est mu s fois n. Ah, ok, oui. Mu s c'est 0,5 et n on vient de le trouver ici. D'accord, ok. Ça va? Oui. Donc c'est pas mu s fois la masse, non, c'est mu s fois la réaction du sol. Alors vous voyez ici aussi que la raison pour laquelle on a pu donc trouver tout de suite cette équation-ci, c'est parce qu'on était en statique. Si j'avais choisi un autre système d'axe, bah, j'aurais dû m'amuser de dire que AX c'était A fois cosinus de 36,87 et AY, etc. Et commencer à jouer avec ces cosinus, et ça aurait été tout à fait possible, hein, mais ça aurait été un peu plus compliqué. En fait, j'aurais eu un système de deux équations à deux inconnus, avec A dedans et N, et voilà, j'aurais dû projeter en plus. Donc, quand j'ai dit ah non, attention, c'est pas un bon système d'axe, en fait, j'ai pris plus de temps à expliquer pourquoi choisir un autre système d'axe que si on l'avait fait, on se serait juste rendu compte, ok, je projette A selon X, je projette A selon Y. Donc, vous tracassez pas trop non plus avec ce choix de système d'axe, tant que vous êtes cohérent. Et pour moi, le plus important, c'est pas le choix du système d'axe, mais c'est bien de se rendre compte que pour les deux systèmes, j'ai une accélération qui va 100% vers la droite et qui est la même pour petit m que pour grand m. Si vous faites ça, bah après, peu importe votre système d'axe, vous allez bien devoir projeter
A selon votre X et votre Y. Et donc, si vous avez votre système d'axe qui vient comme ça, bah, vous voyez que vous allez devoir décomposer A selon X et A selon Y, c'est tout. Ok, alors, sur le slide suivant, on va recopier ce qu'on a trouvé. Donc, que N, c'était 4,55 Newton, et que A, c'était à 1,81 mètres par seconde au carré. Je vais enlever le partage pour l'instant, juste pour recopier notre schéma. Voilà. Et je repasse au partage d'écran. Qui ne veut plus marcher. Ah, voilà, qui veut bien remarcher. Ça va, vous voyez de nouveau l'écran? Oui. Ok. Super, bon bah on a fini le système 1. On va passer au système 2. Et comme d'habitude, on va faire selon X et selon Y. Et pour ça, on va décomposer mes forces. Bon, vous commencez à avoir l'habitude, donc je le fais un peu pour vous. Et on va mettre sur le même schéma mon angle alpha ici. Où est-ce qu'il se retrouve? Ben, il se retrouve là. Ça va, ça c'est angle alterne interne. Et pour n, il se retrouve où? Ici ou ici? On va appeler ça 1 ou 2. Il se retrouve en 1 ou en 2? En 2. Il se retrouve en 2. Vous pouvez voir ça du fait qu'il est tourné de 90 degrés. Ce côté-là, il tourne de 90 degrés, il vient donc ici. Et ce côté-ci, il tourne de 90 degrés, il vient donc ici. J'ai le même angle là. Pardon, que là. Quand je vous ai dit qu'il y a des plans inclinés, on allait en voir et dans tous les sens. Hein. Parce que voilà, là, on a choisi un système d'axe qui est différent. Donc, c'est vraiment important, si ce n'est pas encore clair pour vous, que vous soyez capable de voir où se retrouvent ces angles assez rapidement. Il y a d'autres méthodes que ce que je viens d'expliquer, hein, mais moi je trouve que la méthode du tourné de 90 degrés, ça marche plutôt bien. Ok, donc selon Y, ici on est aussi en statique. Et on aura quoi comme force? On aura N sol vers le haut, moins NY, moins P grand M, moins la force de frottement Y. Tout le monde est d'accord avec ça? Pas fait d'erreur? Allez, bah, je continue alors. Du coup, NY, on voit bien que c'est le côté adjacent à l'angle. Hein. Ça, c'est mon NY. Là, on a mon NX. Ici, j'ai ma force de frottement selon X et ma force de frottement selon Y. Donc NY, ce sera bien égal à N fois le cosinus de mon angle de 36,87 degrés. À ça, il y a le poids de la masse grand M, auquel on ajoute les forces de frottement statiques
Et là, cosinus ou sinus, eh ben, on a le sinus, puisque y est bien le côté opposé. Et tant qu'à faire, j'ai changé de membre, c'est pour ça qu'il y a tous les moins qui sont partis. Et on a déjà tout dans cette équation, parce que rappelez-vous, on est dans le cas minimal, donc la force de frottement est maximale. Et donc ici, je peux juste remplacer, j'ai 4,55 fois 4 cinquièmes, plus, alors la grosse masse, c'était 2 kg. Donc ça va être plus 2 fois 10. La force de frottement, c'est μs fois n. D'accord, hein? Donc la force de frottement max, c'est μs fois n, fois le sinus de 36,87. Et donc ça, c'est 3 cinquièmes. Calculons tout ceci. Et ça me fait 25 newtons. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur mon sol, j'ai ici une masse de 2 kg, sur laquelle j'ai une petite masse de 0,5 kg. Et je vous dis que la réaction du sol ici, c'est 25 newtons. Est-ce que ça vous semble logique et pourquoi? Répète un tout petit peu, il y a eu de l'écho. N seul réagit sur les deux masses, l'addition des deux. C'est ça. Si je regardais le système de manière globale, ce qu'on n'a pas fait jusqu'à présent, hein, mais en fait, si je regardais ça comme un seul système, alors pour bien faire comprendre que je regarde ça comme un seul système, je vais le dessiner comme ça. Si je vous avais demandé quelles sont les forces sur ce système, vous auriez dû me dire, j'ai la force ici, avec le poids, que je vais appeler P tot, la réaction du sol. Il y a moyen de résoudre ce système comme ceci. Et alors je vois que selon Y, j'ai N moins P égale 0, et donc N serait égal à P, qui est la masse totale, donc qui serait 2,5 kg, fois petit g, c'est-à-dire 25 newtons. Est-ce que ça m'aurait permis de trouver F? Non. C'est pour ça qu'on décompose le système. Parce que plus on va décomposer, plus on va avoir d'informations. Ici, on avait une information cruciale, c'est que ce petit bout-ci reste à la même hauteur. C'est ça qui va nous permettre de trouver F. Mais pour des informations ici, comme par exemple la normale du sol, ben oui, c'est comme si j'avais deux masses. Ce que je trouve intéressant, c'est que ça, c'est seulement parce que la petite masse m est immobile. Si jamais cette masse m-ci descendait, il y a une partie, vous voyez, dans sa somme des forces, égale 0, ici, toutes ces forces, ça va pousser sur le sol, comme on est en statique. Par contre, si c'est égal à ma, il y a une partie de ces forces qui vont partir dans l'accélération. Un peu comme quand on avait eu, rappelez-vous, avec les cordes, où j'avais ici le poids et là la tension. Quand on était en statique, le poids et la tension étaient identiques puisque ça ne bouge pas. Mais si j'avais ici une accélération vers le bas, ça voulait dire que ma tension était plus petite, qu'elle ne suffisait pas à tout retenir. Ben, ici, c'est la même chose. Si ma masse est en train de descendre, ça veut dire qu'il ne pousse pas entièrement sur le sol. Il y a une partie de son poids qui ne pousse pas sur le sol, mais qui va descendre. Et donc, mon P tot ici serait moins grand. Et c'est pour ça que j'aime pas trop résoudre ça ainsi. Parce que là, on doit faire une hypothèse forte. On doit faire l'hypothèse que la masse au-dessus, elle fait vraiment partie du système, qu'elle ne bouge pas, qu'elle reste avec le système. Ce qui est le cas dans cet exercice, mais ce qui n'est pas le cas, par exemple, des plans inclinés classiques où la masse tombe. C'est clair ça ou pas trop? Oui.
Et donc, c'est vraiment quelque chose, méfiez-vous quand même un peu de votre intuition. Alors, ça fera pas une grande différence, c'est pour ça que vous aurez quasi toujours juste. Et très souvent, on considère aussi des problèmes statiques dans la vie, hein, mais la dynamique, souvent les forces sont plus petites que ce qu'on pense. Parce que comme il y a une partie des forces qui partent dans l'accélération, si vous voulez, eh ben, ça pousse moins partout. Voilà. Maintenant, c'est sympa aussi de regarder si vous tombez ici sur une réaction du sol qui vaut 25 newtons, ben, ça semble logique. Si vous avez quelque chose de proche, vous pourriez vous dire, ben oui, mais il y a une partie qui part dans l'accélération si on est en dynamique. Par contre, si vous trouvez quelque chose de 40 newtons, ça n'a aucun sens. Pourquoi ça pousserait plus fort? Ou de 10 newtons aussi, c'est tellement faible. Pourquoi? Donc essayez toujours d'avoir une idée de, tiens, ça représente quoi? Ben, 25 newtons, c'est comme si j'avais une masse de 2,5 kg. Bah oui, ben j'ai 2 kg et 0,5 kg, les deux ensemble, ça fait bien 25 newtons. Alors encore une fois, à l'examen, ce qui m'intéresse, c'est que vous soyez capable de trouver ça. Alors peut-être que, comme ce sont des euros, la différence entre quelqu'un qui aura 18 et 20, c'est d'être capable un peu de discuter de tout ça. Mais vraiment, la partie la plus importante, c'est ça. La partie discussion, c'est pour votre intérêt général, pour comprendre quel est le but derrière tout ça. Mais on va jamais vous demander, veuillez interpréter les résultats à ce point-là finement. Par contre, évidemment, être capable de dire si ça bouge pas ou quoi, ça c'est la matière. Donc selon X, on est en dynamique et on va profiter de l'espace pour commencer un peu plus haut en fait. Alors, vous voyez que c'est moi qui le fais parce que c'est long comme exercice. Mais du coup, c'est pour ça que pour nous, c'est vraiment important que vous fassiez le livre. C'est lors du livre que vous devez vraiment prendre une feuille et commencer à écrire des choses. Alors, on vous donne les corrections pour que vous puissiez travailler par vous-même. Parce que sans correction, c'est un peu dire, bon, si vous n'y arrivez pas, tant pis. Mais c'est vraiment important que vous jouiez le jeu. Alors, on sait bien qu'il y a moyen de demander les réponses aux amis. Pour nous, c'est pas des points qui sont compliqués à avoir parce qu'il y a facilement moyen de tricher. Mais c'est important que vous jouez le jeu pour vous entraîner, pour vous rendre compte vous-même. Ah, en fait, quand c'est en classe, quand on me pose les questions, j'arrive toujours à le faire. Mais quand on me pose pas les questions, j'arrive pas à savoir ce qu'il faut faire, dans quel ordre, je me trompe là. Donc, jouez le jeu, faites-le vous-même. Et d'ailleurs, ces exercices, je suis sûr que d'ici 2 semaines, vous les aurez oubliés. Donc, n'hésitez pas pour l'examen à les refaire, tout simplement de zéro. Et j'insiste à les refaire, pas à les relire. Entre relire et refaire, il y a une énorme différence en termes de ce qui est manipulé, de ce qui est employé d'un point de vue cognitif. Ok, alors selon X, pas oublier que j'ai ma force minimale. Et moi, je vous conseille vraiment de bien appeler vos forces, pas de l'appeler F, parce que c'est pas une force quelconque, c'est vraiment la force minimale, sachant que après, normalement, on va devoir faire la force maximale. Donc, bien être clair dans mes noms. Auquel on ajoute la force de frottement statique selon X, qui sera donc la force de frottement maximale, hein, auquel on enlève Nx. Alors, encore une fois, vous voyez qu'ici, si on avait réussi à trouver toutes les équations, c'est parce qu'on avait déjà trouvé N grâce au système précédent. Sinon, vous auriez été bloqué ici et il aurait fallu que vous fassiez l'autre système pour trouver n. Donc, c'est pas dramatique non plus. Et ça, c'est égal à la masse du coin fois son accélération. Alors, encore une fois, j'ai pas beaucoup insisté, mais donc ici, on projette tous les vecteurs et donc j'ai aussi projeté mon vecteur A. A, il va vers la droite, donc c'était bien un plus ici. Et donc, ma force minimale, c'est égal à la masse fois l'accélération, moins les forces de frottement. Et ici, on voit que ça va être avec le cosinus, plus n fois le sinus de 36,87 degrés. Il ne reste plus qu'à remplacer tout ça par nos valeurs.
Et on trouve, je le tape à la calculette, parce que je connais quand même pas toutes les valeurs par cœur. Alors j'ai l'impression, oui c'est ça, c'est juste une question de rendu. Ici j'ai arrondi un peu plus méchamment que d'habitude, je tombe sur 4,53 newtons. Sachant que si vous n'arrondissez pas les résultats intermédiaires, donc le 1,81 ici, le 0,4,55 ici, vous tombez sur 4,55 newtons. À l'examen, que ce soit sur Moodle ou pas, on laisse toujours une marge d'erreur. Typiquement ici, en fait, si je fais un test Moodle, j'accepte entre 4,5 et 4,6. Ça va? On vous demande toujours deux chiffres après la virgule pour que vous preniez l'habitude. Mais en fait, moi, je suis un peu plus large que ce que je vous impose. Donc, vous tracassez pas trop non plus. Mais prenez le réflexe à la calculette de sauvegarder vos résultats pour encoder toutes les décimales. Ce sera important surtout pour votre cours de statistique. Ok, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je pousse ma masse avec moins que 4,53 newtons, ben, il n'y a pas le choix, la petite masse m va descendre. Si je pousse avec plus que 4,53, elle va rester immobile. Je vais pousser plus 5 newtons, 10 newtons, 15 newtons, 20 newtons, elle reste immobile. Et puis à un moment, je vais pousser trop fort, et alors là, ma masse va monter. Pour trouver ça, il faut résoudre ce système-là. Et honnêtement, j'ai pas envie de le faire. C'est pas très long à faire. Si vous regardez, en fait, il y a juste la composante selon x qui change de sens ici. Et pareil pour celle-ci. Donc c'est même juste, même pas la y qui change, juste la composante selon x qui change. Et donc ça revient à reprendre les mêmes équations. Vous voyez que n ne va pas changer. Tout ceci c'était selon y, donc n reste le même. Et donc tout ce qui change, c'est ce signe-là, qui devient un plus. Ce qui me permet de trouver un autre a. Et avec cet autre a, je viens ici, sans oublier que ce signe-ci change, et que a changé. Donc c'est pas très long à faire, mais je vous encourage à le faire vous-même. Vous avez la réponse pour bien vérifier que vous avez compris ce qui change pas. Terminez cet exercice chez vous. Ce que vous pouvez aussi faire pour vous entraîner, c'est juste carrément de dire, bah, en classe, on a fait le Fmin. Je vais faire comme si j'avais rien fait et refaire directement le Fmax tout seul. Et idéalement, même sans repartir du schéma avec les forces, mais en repartant de là, en vous disant, j'aimerais bien trouver Fmax moi-même. Voilà, ça, de mon point de vue, c'est un des exercices les plus difficiles qu'on peut vous demander, un exercice de translation. Reste plus qu'à rajouter une poulie et voilà, on ne peut pas faire plus compliqué. Du coup, est-ce qu'il y a des questions sur cet exercice, des points qui sont encore pas très clairs? Ou, ou est-ce qu'en fait c'était hyper facile et vous pouvez faire ça tous les jours au petit-déj? Ou est-ce qu'en fait je vous ai juste assommé et vous dormez maintenant? Vous êtes dans votre lit, c'est agréable. Non, enfin, moi, perso, j'ai compris le cours. Ok, est-ce qu'il y a encore des exercices en dynamique? Parce qu'avec votre groupe, j'ai un peu d'avance. Du coup, est-ce qu'il y a des exercices de dynamique que vous aimeriez bien qu'on refasse ensemble ou des choses un peu similaires, hein, mais une partie de la matière de dynamique que vous aimeriez bien qu'on refasse la fois prochaine? Sinon, je commence l'énergétique, mais on a le temps. Est-ce que il y a des trucs avec des poulies? Est-ce que ou même de la cinétique, hein, ça ne me dérange pas, de la cinématique, pardon. Ou est-ce que d'après vous, vous avez eu un bon aperçu et donc avec le libre qui vient en plus cette semaine-ci, ça vous semble suffisant et on peut passer à l'énergétique? Pour moi, ça va. Ok, mais alors ce que je vous propose, c'est de
dormir là-dessus. Au cours prochain, je me lance dans l'énergétique, mais si vous avez des questions de dynamique, même si c'était pas prévu, bah, vous me dites au début du cours, ah monsieur, ça me plairait de parler un peu de ça ou quoi. Vous pouvez aussi avoir des questions sur le libre, même si les questions sur le libre, pour moi, l'idéal, c'est de les poser avant, parce que c'est coté avant. Donc, autant, et là, comme d'habitude, envoyez-moi une photo de votre résolution. Voilà, monsieur, ce que j'ai essayé, mais je tombe pas sur la bonne valeur. Est-ce que vous pourriez m'expliquer? Et alors, je vous dis tout de suite, ah ben, enfin, ou tout de suite, ou 2, 3 heures après, mais, ah ben, moi, c'est parce que, voilà. Mais c'est vraiment comme ça que vous apprenez, c'est en faisant vous-même. Juste, monsieur, Mhm. pour pour le cas 2 où la force est maximale, ça veut dire que la force de frottement sera minimale, mais on utilisera quand même µs fois n. Alors, elle sera minimale, mais en fait, elle sera maximale aussi. Donc, je vais te le présenter comme ça. Vous vous souvenez du cas où ici, je pousse avec une force F, et du coup, j'ai des frottements qui vont dans l'autre sens? Oui. On avait un schéma comme ceci. Oups, là. On avait un schéma comme ceci. Non, décidément. Vous vous souvenez de ça où ici, on était en statique, et ici, on était en cinétique. Avec ici, ça c'est la force que j'applique, et ça c'est la force de frottement qui réagit. Ça va ça? Ça te rappelle Oui, quelque ça va. chose ou pas du tout? Ok. Oui, ça me dit quelque Et chose. on avait vu que le maximum de la force de frottement statique, c'est égal à µS n. Là, tu vois que ma force, ici, elle vaut 0, puis 1 newton, puis 2 newtons, puis 3 newtons. Maintenant, imaginons que je décide tout d'un coup de pousser dans l'autre sens. D'accord? Alors ton schéma, en fait, il devient ça. Oui. Et donc ici, si tu veux, c'est minimum. Tu vas avoir moins 5 newtons. Mais Ouais. ce minimum, c'est moins µs fois n. Et donc, c'est ce qui se Oui. passe ici avec ton cas. Dans ce cas-là, tu as une force de frottement vers le bas qui est maximale. Si tu veux, ce serait la force de frottement maximale vers le bas. Mais dans le cas, tu aurais de nouveau une force de frottement maximale, mais vers le haut. Ok. Et la seule raison pour laquelle tu pourrais dire que c'est la minimale, c'est juste que ça change de signe. Donc, moins 50, c'est le plus petit, mais en norme, c'est le plus grand. Je sais pas Mais si tu vois ce que je veux dire. du coup, je dois pas changer de signe de mon calcul. Du... Bah, ça dépend où tu le changes. Soit tu le changes ici, soit tu le changes dans ta projection. Mais par exemple, quand je décompose selon x et y, Moi, c'est là que je changerai de signe. donc je change de signe quand je décompose. Oui. Ok, En fait, ok. tu vois, il y a deux manières de le voir. Soit tu le changes ici, le signe, et alors Mhm. ça change ici, et alors ça change ici. Soit tu pourrais dire que ça devient min ici, et alors ça change ici, et ça change ici. Attends. Et donc ça devient min ici, pardon. Et du coup, le minimum, ce serait moins µs fois n. C'est une autre manière Ok. de le voir. Mais moi, Ok, ça va. je trouve que c'est plus clair de juste changer directement les vecteurs et dire que ce sera la force de frottement maximale, mais qui a changé de sens. Ok, Donc elle reste maximale, si tu veux. ok. Merci. Et d'ailleurs, ici, pour que ce soit bien complet, je vais rajouter que c'était bien la max. Alors vous voyez, j'insiste beaucoup chaque fois sur maximal, minimal. C'est parce qu'on a aussi des exercices, ça fait longtemps qu'on n'en a plus fait, mais on est là, hein. Où je dis par exemple, pour reprendre cet exercice-ci, je pousse avec 10 newtons, mon accélération est de 1 mètre par seconde au carré, ma masse est de 2 kg. Quelle est la force de frottement, par exemple? Bon, ici on est en cinétique, donc on sera dans ce cas-ci. Mais si jamais on était en statique, alors il faut calculer qu'est-ce qu'il faut comme force de frottement. Et la force de frottement, ce serait 10 newtons, et il faut vérifier si c'est possible, etc. Mais donc, bien faire la différence quand on cherche vraiment les bornes, avec des forces de frottement maximales, minimales,
ou des forces de frottement maximales dans un sens et maximales dans l'autre sens, pour le dire autrement. Et les moments où on cherche juste la force qu'il faut. Monsieur, Oui. tantôt vous avez dit la réaction sur la masse petit m elle est changée. Mais en fait, elle change, vu que le sens suivant y qui change aussi. Donc, du coup, la réaction pour la masse petit m elle va changer. Oui, ça dépend de cette relation. N ne va pas changer, mais la force de frottement va changer. Non, la réaction, elle va changer. Puisque quand la force de frottement elle va vers le bas, Y est négatif, pourtant dans l'autre cas, il était positif. Ben, regarde, si tu regardes ici les équations, tu vas garder ceci, tu vois, ta force de frottement selon Y, elle va toujours ici. Et tu vois, dans les deux cas... Ah oui, pardon, non, j'ai rien dit. Elle va vers Dans le bas. l'autre T'as raison. cas, T'as raison, t'as raison. Dans l'autre cas, je sais pas si les autres voient ce qu'il veut dire. Donc ici, ma force de frottement, elle change selon X, mais elle change aussi selon Y. Donc ici aussi, il y a un moins. T'as raison. J'ai dit une bêtise. Mais du coup, alors, ça va te donner un plus vu que ça va être égal à moins mu s fois n. Non, 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 non. Donc, Ou pas? ça va donner moins. Ça va juste donner moins. Ah, ok, c'est comme si c'était déjà. Ok, c'est comme si ça avait déjà été inversé, quoi. Oui, c'est ça. Soit tu considères que ta force de frottement, elle peut aller de moins mu Sn à plus mu Sn. Et donc le minimum c'est moins mu Sn et le maximum c'est plus mu Sn. Soit tu considères que ta force de frottement elle va de 0 à mu Sn, mais tu la mets soit dans ce sens-ci, soit dans ce sens-ci. Ok, donc là, c'est ce que vous m'avez dit au début, au final, c'est que j'ai déjà. C'est En ça. ayant le moins enfin, sur mes forces, sur mon dessin, j'ai déjà en fait le moins de base C'est ça. du fait que ce soit la plus petite, quoi. C'est comme je te disais, soit ici tu dis que tu mets min, soit tu peux juste dire que dans l'autre cas, ça va dans l'autre sens. Ok, ça va. Et donc oui, de fait, comme ici c'est un plan incliné, Y change aussi de sens. Vous voyez que si ma force part dans l'autre sens, bah alors ici ça devient moins et ici aussi ça devient moins, comparé à l'ancienne valeur. Merci. De fait, parfois un peu trop vite je vais. Bah, du coup, je vous encourage à le faire pour être sûr qu'il n'y ait pas d'erreur dans votre compréhension, bien voir ce qui change de signe, ce qui change pas de signe, ou le refaire carrément de zéro, ça fera pas de mal. Ben voilà, 10h32. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les envoyer par mail ou si on a encore, ça ne me dérange pas d'y répondre. Sinon, je vous souhaite une bonne journée, un bon boulot. Oubliez fait de cette semaine-ci, il vous reste jusqu'à demain. Et puis de préparer pour mercredi, puisque votre cours c'est jusqu'à mercredi, donc vous avez jusqu'à mercredi 8h30 pour faire le deuxième livre. Donc pour ceux qui n'ont pas encore fait le livre de cette semaine-ci, vous avez pas mal de boulot qui vous attend. Donc négligez pas ça. Et la semaine suivante, ça devrait être un peu plus relax. Voilà, voilà. Je vous souhaite une bonne journée et je vais mettre comme d'habitude le live et ces slides-ci sur Moodle si vous voulez y assister. Voilà. Passez une bonne journée. Merci à vous aussi.